Bonjour Delphine, est-ce que vous nous entendez? Ah, super. Oui, très bien. Eh bien, on vous attendait. On a fait l'introduction le temps que vous vous connectiez. Normalement, vous devriez pouvoir partager votre écran comme on a fait tout à l'heure. Ouais, alors attendez, je vais voir l'intégralité de mon écran. Partager, Super. hop Donc et voilà, comme je disais, Delphine a un petit agenda bouleversé aujourd'hui, donc prend la parole en première. Donc vous êtes responsable du service cartographie et infographie au journal Le Monde, ce qui va nous permettre de parler précisément de la crise ukrainienne qui fait l'actualité de votre service, et on l'a vu pour les lecteurs du Monde qui seraient présents dans la salle ces derniers jours. Et donc bah voilà, je vous laisse la main pour le temps de votre présentation. OK, bonjour à tous. Alors, on avait prévu avec Karl, que je vous parle plutôt élection et de la manière dont on conduisait une élection, dans un quotidien. Finalement, on s'est dit que, peut-être que ça vous intéresserait plutôt qu'on parle, de la crise ukrainienne et de vous raconter la même chose, mais, version crise ukrainienne. Peut-être qu'avant de commencer, à vous faire une présentation de ce qu'on a cartographié ces derniers jours et quelles questions on s'est posées, comment on fait vivre les choses à la fois pour le print et à la fois pour le web. Je me disais que c'était quand même important de vous rappeler deux, trois choses à propos de la cartographie et de l'infographie au monde. Donc en fait, déjà pour commencer, on est un service qui regroupe, à peu près 17 personnes. On a, ce qui fait un très gros service, pour une rédaction, parce qu'il y a des rédactions qui sont composées d'une quarantaine de personnes au total, mais pas du tout le service infographie. Donc moi, j'ai beaucoup de chance d'être à la tête d'un service, de 17 personnes. Ça en fait le plus gros service, pour la presse française, mais si, je le compare, au service des grands quotidiens américains comme le New York Times, eux, ils sont entre 30 et 35, au sein du même service infographie. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée et que vous ayez un petit peu une notion de ce qu'on avec qui je travaille. Et dans ce service, on a à la fois des gens qui sont issus de la recherche, donc des chercheurs, des gens qui ont fait des études de géopolitique, par exemple. On a des gens qui se sont concentrés sur des études de cartographie. Donc, on a des cartographes qui ont en gros, qui ont 5 années d'études en cartographie. Et puis, on a aussi des illustrateurs. Et un peu la force du service, c'est justement cette capacité à faire travailler tout le monde ensemble. Parce que les gens qui sont pas sont pas câblés pareil. Quand vous êtes illustrateur, vous venez d'un monde très créatif, où l'esthétisme a une grande importance. Et puis quand vous venez du milieu de la cartographie, vous pouvez avoir plutôt une formation de statisticien, et où c'est la donnée qui va être importante, et moins l'esthétisme. Donc c'est une grande chance pour nous d'avoir ces deux mondes qui se rencontrent, le monde des mathématiques et le monde de la créativité, pour essayer de s'auto-influencer, ce qu'ils font très bien. Parce que souvent les illustrateurs viennent voir les cartographes, souvent les cartographes viennent voir les illustrateurs, et chacun défend son petit bout de territoire en disant mais tu veux pas me mettre moins de données, ta carte sera plus belle. Et à l'inverse, les autres disent bah non, attends, tu vas pas me faire sauter l'Ukraine, c'est quand même le sujet en ce moment, même si le, même si le mot est trop long, il va quand même falloir le mettre. Donc voilà, c'est à peu près comme ça que des fois il y a des discussions. Mais ce qui fait qu'on est toujours en train de rechercher à la fois des infographies, des cartographies qui tirent vers l'information, mais aussi qui tirent vers une sorte d'esthétisme, avec tout ce que ça représente comme difficulté. C'est-à-dire que c'est toujours difficile de faire des cartes. Enfin, moi, je trouve que mes cartographes font des cartes très très belles. Et des fois, quand on raconte la guerre, c'est difficile de faire beau, en fait. Donc, ça pose tout un tas de questions. Ça pose les questions des couleurs, ça pose la question de l'impression qu'on donne quand on rentre dans une carte. Et effectivement, quand on a cartographié les terrasses du 13 novembre, c'était douloureux de se poser des questions d'esthétisme. Quand on cartographie la guerre en Ukraine, c'est la même chose.
Et puis, quand on cartographie les élections, on doit, avoir ce souci, de lecture, de hiérarchie de l'information, des couleurs. Donc par exemple, les couleurs ont un sens politique et si vous voulez qu'on revienne dessus, par la suite, puisque j'avais préparé la conf dans ce sens-là au démarrage, le choix de la couleur d'Emmanuel Macron a été un enjeu, par rapport à un panel de couleurs qu'on avait traditionnellement, qui allait du rose vers le bleu. Il a fallu inventer une nouvelle couleur pour, en 2017, quand, Macron arrive et que c'est un espèce d'ovni politique qui se veut, ni à droite ni à gauche, et donc on a fait le choix, par exemple, de la couleur, du jaune. Donc chaque sujet pose, un certain nombre d'enjeux auxquels, on a des discussions, on essaie de répondre dans un laps de temps qui est très court parce qu'on a, à peu près 12 heures pour, entre le moment où on a l'idée de la carte et le moment où elle doit être publiée dans le journal ou, sur le web et donc tout ça va très vite. Alors, moi, ce que je m'étais dit quand en discutant avec Karl, c'était que peut-être il fallait que je vous raconte pourquoi Le Monde, avait, fait le choix d'avoir un si gros service infographie. C'est pas du tout quelque chose, de nouveau, c'est quelque chose qui est très ancien. D'ailleurs, je voulais vous partager donc la première carte, vous allez voir si j'arrive à être efficace. Toc, attendez un instant. Non, faut pas que je fasse ça. Pourquoi j'ai pas... Vous m'entendez toujours? Je suis, On vous ouais. entend. Oui. Alors, arrêter la présentation, non, je veux pas. Et présenter l'intégralité de la fenêtre, partager. Excusez-moi, je suis désolée, voilà, je vais y arriver. Donc la première carte, en fait, toc, ça va pas être un super partage, mais voilà. Est-ce que vous la voyez là? Oui. Vous voyez une carte à l'écran? Ouais, très bien. Bah, ça, c'est la première une du monde, qui montrait, une première carte qui est faite à la main, en fait, si vous la regardez bien et donc vous voyez, alors s'il y a des géographes dans la salle, ils vont reconnaître qu'il y a des barbules, et cetera, que tout est tracé à la main et en fait, elle raconte, le plateau du Vercors et vous voyez que d'un point de vue maquette, comme on est dans une école, je crois qui est attachée aussi à ça, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de respiration, pour le blanc et que bah, à l'époque, il n'y avait pas de photo non plus. Alors, si je ressors de là, donc voilà, donc ça c'était pour vous raconter que donc la première carte, elle apparaît le 8 août 1945 et que depuis, on n'a jamais arrêté de faire des cartes et je crois qu'en interrogeant les différents directeurs que j'ai pu avoir, si on a été, aussi bien lotis en cartographie, c'est parce qu'en fait, on est un journal du soir. Alors, ça peut paraître, pourquoi? Alors, on est un journal du soir, donc ce qui veut dire qu'on boucle le journal le matin. C'est-à-dire que nous, notre BAT du journal, le print, il se fait, à 10h30 et on commence le journal, à 11h du matin et ça fait une boucle, toc, toc, toc et on le boucle à 10h30. Dans cet espace-temps, on doit avoir donc fait les réunions, décidé des sujets et dessiné les cartes. Mais surtout, en fait, quand on est dans une nuit électorale, eh bien, le bouclage se fait à 10h30 et nous, les données les données des résultats électoraux, on les a parce qu'on travaille avec le ministère de l'Intérieur, comme tous les journaux, qui nous fournit la donnée, mais la donnée arrive à 3 heures du matin. Donc en fait, quand vous faites une élection, une nuit électorale, bah, vous arrivez à 3 heures du matin au journal et vous cartographiez de 3 heures à 10 heures du matin. Ce qui n'est pas possible pour Le Figaro et Libération, par exemple, parce que ce sont des journaux qui bouclent, eux, le soir, et ce sont des journaux du matin. Et donc, en fait, ils n'ont pas accès à la donnée totale au moment de la nuit électorale. Donc, ils donnent que des parcelles de résultats, ou les résultats anticipés ou les résultats de sortie d'urne. Et donc ça, c'était quelque chose qui faisait un petit peu notre force
à une époque où il n'y avait pas internet, parce qu'aujourd'hui tout est en temps réel, donc ça a moins de réalité, mais ça a installé un principe, une histoire du service infographie, du service cartographie grâce à ces élections. Voilà. Et puis il y a eu un autre moment fort dans le journal qui a aussi marqué un peu notre histoire, c'est l'arrivée d'Éric Fotorino, enfin pas l'arrivée parce qu'il est arrivé depuis longtemps, mais à la direction. Et Éric Fotorino, bah, il a toujours été passionné de cartes et passionné enfin, vous le connaissez, aujourd'hui, il a refait un journal où il y a une immense carte dedans. Et en 2007, en fait, très, très tôt, donc en fait, il propose que le journal ouvre par une page planète, ce qui était fou à l'époque. Tout le monde disait qu'il était complètement dingue de faire une page planète, alors qu'il se passait tellement de choses dans le monde. Aujourd'hui, on trouve que c'était une très bonne idée, mais à l'époque, c'était dur de rentrer dans le journal par la première, enfin, hormis la, hormis la une du journal, la page 3. Donc, la page 3 était consacrée à une page sur l'environnement. Et dans cette page environnement, en fait, on avait souvent une carte. Et ça a été le deuxième élément qui a été très favorable à l'installation presque quotidienne ou hebdomadaire de la cartographie dans le journal. Et enfin, moi, je date un autre moment important, c'est qu'on a eu plusieurs chefs de service au service international qui étaient des anciens correspondants au Moyen-Orient et plus particulièrement à Jérusalem. Et eux, bah, globalement, quand ils étaient sur le terrain, quand ils racontaient des choses, en fait, ils avaient besoin de cartes. Donc ça a été des très grands partenaires et on a réussi à pousser les murs de l'écrit euh, pour pouvoir s'installer et dire que la carte pouvait avoir un message aussi important, la carte et l'infographie pouvaient avoir un message aussi important qu'un long texte. Et ça a été très installé aussi par les différents chefs du service international qui avaient tous fait leur petit passage en Israël et où les cartes sont tellement imbriquées les unes, enfin les territoires sont tellement imbriqués les uns dans les autres. Voilà. Est-ce que déjà vous avez des questions là-dessus? Je ne sais pas si on a prévu sur cette première partie. Après, je peux vous raconter ce qu'on a fait sur l'Ukraine, ou sinon j'y vais tout de suite. Ouais, je pense que le mieux, c'est peut-être que vous avanciez le long et puis D'accord. on posera les questions à la fin. Oui. Et est-ce que ça va sur le rythme? Ouais, ouais, ouais. Ça vous va? Alors, je vais vous repartager plusieurs. Alors, j'ai pas été. Ce que j'avais fait, je vous avais prévu un petit PowerPoint côté français, mais là, sur l'Ukraine, c'est plus compliqué. Ce que je peux vous raconter d'abord, c'est que donc ça fait 15 jours maintenant qu'on est sur l'Ukraine. On est à notre 12e jour d'entrée en guerre, d'entrée de la Russie sur le territoire ukrainien. Et c'est pareil, le journal Le Monde, c'est une espèce de. Donc, ça représente 400 journalistes, notre rédaction. Et donc, c'est quand même une énorme machine de guerre. C'est pas forcément le bon terme pour parler de l'Ukraine, mais c'est énorme à se mettre en place et ça va très, très vite. Et on a une grande. Moi, je suis toujours étonnée. Une grande capacité de mobilisation dès qu'il y a un événement très, très fort. Tout le monde se met en place, on ne sait pas trop comment. Tout le monde arrive, tout le monde revient de vacances parce que c'était évidemment ça a commencé au milieu des vacances scolaires. Et donc tout le monde se mobilise et essaie de comprendre ce qui se passe sur un territoire qu'on ne maîtrise pas forcément. Et moi, j'en suis à j'ai fait plusieurs conflits et j'ai vécu les mêmes choses avec la Syrie, la Libye, etc. Enfin, voilà. Le 13 novembre aussi, qui avait été dans ce même type de mobilisation, où bah, on a très peu de temps pour comprendre les choses et on doit à la fois alimenter le web, c'est-à-dire que, par exemple, là, le journal, depuis, je crois, 15 jours ou peut-être 12 jours, est en mode live, c'est-à-dire que, en fait, en continu, quand vous arrivez sur la page du Monde, vous pouvez avoir accès à une information en direct de ce qui se passe. Et nous, on doit fournir à la fois en cartographie, à la fois pour le live, donc ça veut dire qu'on a peut-être 1 heure pour faire une carte, et en même temps construire des pages qui sont des pages beaucoup plus réfléchies et qui doivent raconter une histoire autre, qui doivent avoir du recul, prendre de la hauteur, expliquer pourquoi l'Ukraine
ne fait pas partie de l'OTAN? Pourquoi, il y a un accès à la mer Noire qui est limité? Qu'est-ce que c'est que ce Donbass? Qu'est-ce que c'est que la Crimée? Donc on s'est posé les questions que globalement, vous vous êtes posées et on avait autant de réponses que vous la semaine dernière et enfin, sauf si vous êtes spécialiste de l'Ukraine, mais voilà, si vous êtes spécialiste, contactez-moi, je suis preneuse et donc on se pose des questions de base et on voit, quels sont les chercheurs, que l'on connaît, qui sont géographes, qu'on a connus sur le terrain et cetera, plus nos rédacteurs qui, eux, sont sur le terrain. Donc nous, on a, 6 personnes qui sont sur le terrain, et dans les endroits stratégiques comme Kiev, comme, Odessa, comme Mariupol, comme, Lviv qui est un peu moins, tendu. Puis après, on a des gens qui sont aussi en Roumanie, en Moldavie, et en Russie. Donc tout ça, moi, ce réseau-là de personnes qui est sur le terrain ou proche des frontières me permet de faire les cartes. C'est-à-dire que quand je fabrique une carte, je la fais, à la fois avec ma connaissance, heu, de géographe, parce que j'ai une formation en géopolitique, à la fois avec, la connaissance des gens que je connais, qui sont spécialistes de la question, qui sont russophones, qui sont, ukrainophones, voilà, que j'ai contactés très rapidement et qui se sont mis à notre disposition aussi rapidement, et puis à la fois des gens de terrain. Ce qui, heu ce qui peut être intéressant pour vous, alors peut-être qu'il faut que je vous montre quand même des choses, parce que vous êtes une école du visuel et vous devez avoir envie de faire alors, par exemple, une des cartes, je vais vous montrer ça, nanana, voilà. Là, ça c'est une des ça c'est la carte qu'on a fait, pardon, alors toc, je vais essayer de la jouer en plein écran. Voilà, ça c'est la carte qu'on a fait le lendemain de, donc je sais plus combien on est, je crois qu'on l'a fait, le lendemain ou le surlendemain de l'invasion russe. Vous la voyez bien la carte, hein? Oui. Ouais, donc ça c'est une page sur le print. Donc on a eu une journée pour la faire et une nuit pour être plus précis, et quand on travaille sur cette carte, on a, essayé à la fois d'avoir, des contacts sur place. On a à la fois des centres de recherche qui pouvaient nous donner des informations sur l'avancée des troupes. On avait une connaissance des exercices militaires russes qui avaient été faits, le 21 février, donc on savait, combien d'hommes avaient été prépositionnés. On savait qu'ils étaient pas repartis, même si, Poutine nous disait qu'ils étaient repartis. On savait par des photos satellites, en fait, au contraire, à chaque fois qu'il nous disait qu'il y avait eu un départ des troupes, on voyait bien qu'en fait, il y avait un renfort des troupes et que le mouvement ne se faisait pas dans le sens qui était annoncé, et donc on avait déjà prépositionné, toutes les troupes, et c'est donc en utilisant, des photos satellites, ça peut être tout ce que vous voyez, c'est les petits points gris. Ça, c'était les forces, donc je sais pas, est-ce que vous voyez ma souris ou pas? Quand je bouge? Oui. Oui. Alors voilà, vous voyez tous les petits points gris, ça c'était, l'exercice militaire, proposé par, enfin pas proposé, mis en place par la Russie, en disant que c'était qu'un exercice, et puis toutes ces troupes-là, on les a retrouvées, par ici, donc quelques jours après. Ce qui nous semblait important, pour montrer l'ordre de bataille de Poutine, c'était, essayer de comprendre d'abord, de faire découvrir aux gens qu'il y avait, un pays qui était la Russie. Où est-ce qu'elle se positionnait, depuis la Crimée. Donc il fallait que les gens, enfin que le lecteur puisse comprendre ce que c'était que ce morceau de territoire et qu'on voit bien qu'il y avait une continuité, qu'il y avait une mer qui avait été complètement fermée dans cet ordre de bataille. Le premier ordre qui avait été donné, c'était de fermer la mer d'Azov, où il y avait eu des bateaux, et de montrer que très, très tôt, et ça, on n'en était pas tout à fait sûr au démarrage, que la Biélorussie était un pays allié, et là, on attendait qu'il y ait des troupes qui passent à la frontière biélorusse pour comprendre que c'était bien un pays allié et bien engagé auprès des Russes et pas qui subissait, la Russie, et ensuite, ce qui nous intéressait aussi, c'est pour ça qu'on fait ce cadrage-là et que, on met le texte dans notre organisation, on le met sur le côté parce qu'on a besoin que le lecteur comprenne
qu'il y a une base ici qui s'appelle, la base de Tartous en Syrie et que, cette base-là, cette base militaire-là, elle permet aux bateaux, par, le détroit des Dardanelles et du Bosphore, de remonter, à la fois, autour de la Crimée, de la mer d'Azov et de faire une sorte de blocus ici maritime, et qui étouffe complètement l'accès de l'OTAN à l'Ukraine aisément, si besoin. Et ça, on l'avait déjà senti avec l'exercice militaire. On a déjà vu ces bateaux arriver. Hein, vous imaginez bien que des bateaux militaires, ça passe pas le Bosphore sans que, sans qu'on s'en rende compte. Et donc, notre correspondante à Istanbul nous avait bien dit qu'elle avait vu les bateaux, on avait compté les bateaux, identifié les bateaux. Et donc, on savait exactement combien il y avait de bateaux dans la mer. Alors, on sait qu'il y a 6 sous-marins, donc ça, on ne les a pas forcément vus passer les détroits, mais on sait par Nathalie Guibert, qui est la personne qui est spécialiste des armées chez nous, qu'on sait qu'il y a 6 sous-marins atomiques qui sont en mer Noire. On sait aussi que les bateaux qui sont arrivés ici, donc il y en a une partie qui sont partis de Tartous et une autre partie qui était partie de Kaliningrad. Vous savez, c'est cette petite enclave russe qui se trouve entre la Lituanie et la Pologne. Et alors malheureusement sur la carte, ils n'ont pas voulu me donner la page d'à côté, donc vous n'avez pas le trajet. Où voilà, ça contourne la Méditerranée et ça revient vers là. Et donc, c'était important pour nous de montrer que cette mer, elle était fermée. Et puis, c'était important pour nous aussi de montrer, d'expliquer que là, il y avait une zone aérienne ou d'exclusion aérienne que les Russes ont mis en place. Et donc, ça signifie qu'aucun avion civil n'a droit de circuler au-dessus de cette zone. Donc on savait qu'il allait y avoir une attaque aérienne aussi, puisqu'ils avaient demandé à ce que les avions commerciaux ne traversent pas cette zone. Bon, ça faisait 24 heures qu'il n'y avait plus une compagnie aérienne qui passait au-dessus de l'Ukraine, hein. C'était pas, on le voyait très bien. Parce que ça, vous pouvez avoir accès à ça, à ce qu'on appelle Fly Tracker. Il y a plusieurs sites qui font ça et vous voyez que les avions, ils passaient ici, mais il n'y avait plus personne qui prenait le risque de passer là. Et donc, ça nous permettait de dérouler à la fois quels étaient les alliés de la Russie et de l'autre côté, en gros, le mouvement de troupes et le premier front, le deuxième front, le troisième front qui partait du Donbass. Vous savez, c'est ce territoire qui avait déjà été pris par les pro-russes en 2014. Et puis une remontée par la Crimée, puisqu'ils tiennent la Crimée avec le port militaire de Sébastopol depuis un moment. Donc là, notre idée graphiquement, c'est d'essayer de montrer par des couleurs comment est-ce qu'on fait pour rendre compte à la fois qu'on a des territoires ici qui sont tous liés. Donc on a choisi une couleur qui était le bleu, qui correspondait soit à l'Union européenne. On a beaucoup hésité à se dire est-ce qu'on choisit les limites de l'Union européenne ou les limites de l'OTAN. Donc les limites de l'Union européenne, c'est tout ça. Et l'OTAN, on rajoute la Turquie. Donc en regardant et en voyant la position de la Turquie, on a choisi de prendre l'OTAN au final. Et tout le jeu des couleurs, il est compliqué à faire parce qu'on doit à la fois montrer que le statut de la Crimée n'est pas... On donne pas la Crimée aux Russes, même si la Crimée est annexée. Donc on met une couleur plus forte. Ensuite, le Donbass n'a pas le même statut que la Crimée. La Transnistrie qui se trouve là, qui est un territoire pro-russe avec il ne doit pas avoir non plus, peut avoir la même valeur que l'Abkhazie qui se trouve ici, qui a été conquise aussi par des pro-russes. Et donc voilà. Donc l'idée de cette carte-là, c'est à la fois de vous donner un certain nombre d'infos, de vous montrer l'ampleur de ce que ça représente, cette mobilisation-là, de montrer la frontière de l'Ouest, mais aussi avec la Turquie de l'OTAN, et puis de vous faire prendre conscience, entre guillemets, que les Russes, en fait, ont la capacité de circuler ici. Ils ont un droit de circulation, même si la Turquie ferme son détroit à la Russie. En fait, dans le droit international, vous avez la possibilité de dire que vous devez aller amarrer votre bateau dans votre port, et donc en fait, on a l'obligation de vous laisser circuler. C'est pas aussi simple que simplement de fermer un détroit et de dire que c'est fini.
Donc voilà, ça a été la première carte qu'on a réalisée, le lendemain de l'offensive et à la veille de l'offensive alors attendez. Heu, pardon. Voilà, à la veille de l'offensive, on a produit cette carte-là qui était, où on expliquait, en fait, comme il y a eu beaucoup de discussions à l'époque, alors maintenant ça revient, heu, je sais pas sur, l'avancée de l'OTAN, où on expliquait comment, donc les pays, de l'OTAN, ici, toute cette zone-là, c'est des pays qui ont adhéré à l'OTAN et donc on mettait, effectivement le recul, et l'arrivée des pays de l'OTAN et puis de l'autre côté, les Ukrainiens qui avaient fait et les Géorgiens qui avaient fait leur demande et qui ne l'avaient pas. Donc on essayait de mettre bien en avant les couleurs et qu'est-ce qu'on a cherché aussi à montrer sur cette carte? Voilà et ce qui m'intéressait moi de raconter, c'est que quand un pays, n'a pas son territoire en entier, en fait, il ne peut pas rentrer dans l'OTAN. Donc en fait, une des stratégies russes que je trouvais intéressante à raconter, c'était comment, quand vous entravez, le territoire de quelqu'un, en fait, vous bloquez, le système de rentrée, dans l'OTAN. Donc c'est le cas pour, l'Ukraine, c'est le cas pour, la Géorgie et c'est le cas pour la Transnistrie. Pour, pardon, la Moldavie, à cause de cette langue de Transnistrie qui et s'est autoproclamée indépendante, dans les années 90 et donc ça donne sur le web, heu, si j'arrive à vous le montrer, voilà, sur le web, ça donne un développement comme celui-ci et là voilà, donc où on montre la grande carte, on fait circuler, où il y a des petites pastilles qui nous proposent des zooms des 3 pays dont je viens de vous parler et puis, bah, ce fameux, «calendrier» entre guillemets d'adhésion à l'OTAN, où on voit qu'effectivement entre 1955 et 91, on est à moitié-moitié et plus on avance dans le temps et plus, l'adhésion, se fait, à l'OTAN. Et on montrait l'évolution géographique par, voilà, donc avec, 2 temps. Pardon, excusez-moi, vous ne voyez pas, 1955 et 2022. Donc la difficulté de la mise en ligne sur le web, c'est qu'en fait, entre la carte print et entre la carte print et la carte, voilà, en fait, on donne pas les mêmes effets. Donc en général, sur nos cartes touc, j'essaie de me remettre avec vous. Excusez-moi, tenez, bah, ça je vous montre, à quoi ça ressemblait la veille. Ça c'est voilà, ça c'est quand on voilà, la veille de la publication, bah, enfin, j'avais pris une photo, sur Twitter qui a vachement marché, j'étais étonnée, pour montrer, où on en était le vendredi soir, pour montrer, ce qui se passait et donc voilà, j'écrivais, heu, ce que je demandais au cartographe. Je lui dis: «Bah, tu vois, renforce-moi la présence russe, on la sent pas, donc essaie de mettre un liseré un peu plus rouge pour qu'on puisse, montrer qu'il se passe quelque chose ici». Je lui demandais de décaler, ici pour donner une aération et qu'on sente mieux, cette frontière-là. Que je trouvais que ça, c'était trop timide, alors que c'était un énorme travail, enfin, c'est pas un énorme travail de recherche parce que ça, c'est des données qui sont accessibles facilement, mais je trouvais qu'il fallait qu'on le pousse par là pour avoir plus d'espace. Donc ça, c'est la réflexion qu'on a sur la mise en maquette. Voilà, je sais pas si ça vous intéresse, mais je vous le mets et hem et après, tout l'enjeu, c'est, pardon, excusez-moi, donc tout l'enjeu, c'est, de passer d'une carte print à une carte web ou d'une carte web à une carte print parce qu'en fait, c'est pas la même logique. Sur une carte print, vous avez tous les éléments qui sont, les uns sur les autres et sur une carte web, bah, vous devez un petit peu, les dérouler un à un et donc on perd un peu, parfois de la de la complexité de l'enjeu parce que, on peut pas avoir de superposition sur le web. On est obligé de faire
arriver les éléments les uns après les autres. Et donc, on a rarement une vue d'ensemble comme on peut avoir sur le print. Donc, ça a un avantage parce qu'on accompagne mieux le lecteur à regarder les éléments les uns après les autres sur le web. Et puis, sur le print, on a cette vue d'ensemble. Donc, selon la culture des uns et des autres, ben, on préfère avoir tout ou on préfère, au contraire, qu'on nous décompose les choses. Dans ce que je peux vous raconter, le dernier élément, après je vous laisse me poser des questions si vous voulez. Attendez, j'essaie de vous retrouver. Pardon, je sais plus. Oui. Dans les autres, arrêtez la présentation si je fais ça. Dans les autres éléments que je peux vous raconter, c'est que que je trouve, enfin, dans la discussion que j'avais eue avec Karl et sur lequel on s'était un peu arrêté, c'était aussi qu'on a une façon de cartographier les choses qui est assez différente des Américains, des Anglo-Saxons. C'est-à-dire que en fait, les Anglo-Saxons ont une capacité à avoir de la donnée qui est bien plus ouverte que nous, en fait. Donc, vous avez une open data qui est très ancienne, un recensement de population qui est extrêmement précis, où on sait qui vous êtes, l'âge, ça c'est classique, mais on sait qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que je raconte, enfin, quel est votre, on vous demande quelle est votre religion, quelle est votre appartenance ethnique sur plusieurs générations. Donc on arrive à avoir des recensements de population qui sont très fins, ce qu'on n'a pas en France. Et donc les anglo-saxons, donc quand je parle des anglo-saxons, c'est les Américains et les Anglais, qui produisent beaucoup de cartes. Bah, souvent, c'est des cartes de données statistiques. Et ils sont très, très attachés à la donnée statistique. Moi, je m'en suis beaucoup détachée et en même temps, j'y suis attachée et détachée. Parce que dans ma formation, donc moi, j'ai une formation à l'Institut français de géopolitique. Et dans cette formation-là, on nous explique que ce sont des représentations, c'est-à-dire comment, quand on est un pays, on se raconte son histoire et on raconte celle de son voisin. Et que bien souvent, en fait, ce, ce, ce sentiment, ce qui est basé sur du sentiment, ce qui est basé sur une donnée qui est plus qualitative que quantitative, qui est une donnée presque subjective, eh bien, en fait, c'est ça aussi qui peut motiver les guerres. Donc en fait, il faut le traduire parce que la donnée statistique, parfois, elle vous donne tout un tas d'informations, mais vous pouvez passer à côté de l'essentiel parce que vous n'avez pas pigé que dans la tête de Poutine, être slave, être orthodoxe est quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement mobilisateur, et que il faut raconter quel sentiment on a sur ce territoire-là pour pouvoir pour pouvoir comprendre pourquoi Poutine il trouve ses raisons à entrer dans ce conflit-là ou à créer ce conflit-là. Et que si on se base que sur des données statistiques, eh bien, on passe complètement à côté de l'enjeu. Donc nous, sans doute parce qu'on n'avait pas de données statistiques comme les Américains, on s'est intéressé aussi à cartographier des données subjectives. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir aller au New York Times pendant 5 jours et dialoguer avec eux. Et ils étaient très étonnés. Ils me disaient: «Mais non, mais tu n'as pas le droit de cartographier de la subjectivité, ça ne se fait pas, tu peux pas faire ça». Alors je dis: «Mais attends, quand toi tu fais ton édito sur Israël et puis que tu dis que il est en conflit avec tel pays, qu'il se sent en sécurité par rapport à tel autre, et cetera, vous êtes capable de l'écrire?» Alors il me dit: «Oui». Je lui dis: «Bah, pourquoi est-ce qu'on peut pas le dessiner?» Donc on peut mettre en carte le sentiment d'Israël de se sentir en danger ou pas, en fonction des différentes frontières. Et cartographier un sentiment, c'était quelque chose qui était pas du tout, pas du tout possible pour les Américains, même s'ils ont trouvé que la démarche française était intéressante. Et mais si par exemple et après promis, je m'arrête. Hem, Par exemple, si je vous montre la carte, ça j'ai été récupérer la carte qui sont sur, bah, ça c'est Reuters, donc ça Par fait contre, vous partie. ne partagez plus votre écran. Ah, je partage plus mon écran, pardon. Je partage plus mon écran. Alors, toc, l'intégralité de l'écran, toc.
partager. Alors là, voilà, donc ça, j'ai été récupérer les captures d'écran de la manière dont on cartographie le conflit au New York Times. Oui, ça, c'est le New York Times. Donc, vous voyez, voilà, ils ont fait cette présentation-là où on voit clairement l'avancée des troupes russes, où le fond de carte est très précis. Ça veut dire qu'ils ont une base de données qui est, bon, qu'on utilise à peu près la même, mais qui est extrêmement précis sur l'urbain, par exemple. Si maintenant, je vous montre celle, je l'ai frappée parce qu'ils ont tous fait la même chose et qu'on nous, on n'a pas fait la même chose. Enfin, vous allez voir, il n'y a pas... Voilà, ça c'est Reuters. Ça fait partie des... Ils sont très bons aussi. Et ça, c'est le Washington Post. Vous voyez, c'est des cartes où, en fait, si vous regardez, il n'y a pas... il y a l'avancée des troupes, donc ils ont les mêmes connaissances que nous. On a tous travaillé avec la même source à peu près, que je pourrais vous citer, qui s'appelle l'Institute for the Study of War, donc c'est l'ISW. Vous verrez, en ce moment, on se base tous sur celle-ci. Mais ils ne nous mettent pas, enfin pour moi, c'est pour ça que je mets un mais je ne devrais peut-être pas, c'est-à-dire que je ne sais pas qui est allié et qui ne l'est pas. Vous voyez, elles sont toutes blanches en fait autour. C'est-à-dire qu'ils montrent des cartes îles où on voit pas où on voit pas qui est allié de qui. Et donc nous, notre carte qu'on passe dans le journal, donc ça c'est en haut du live, vous allez voir, attendez, excusez-moi, j'essaie de vous trouver ça. Non, ça c'est pas la bonne, enfin c'est la même, mais lors de bataille, tac, 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 tac. Pardon, excusez-moi. Voilà, si je fais ça. Donc ça, c'est la même carte qui apparaît sur le site internet que... C'est la même carte. Et donc, c'est aussi notre carte qui est en tête du site, comme les Américains sont celle que je vous ai montrée. Mais tout de suite, nous, on a besoin de mettre... Donc voilà, ça c'est l'avancée des troupes, mais on a besoin aussi de mettre, de rappeler à tout le monde qui sont les États alliés. Donc on a fait le choix de mettre la Biélorussie, la Russie d'un côté, pour qu'on comprenne pourquoi les gens arrivent par là et les gens arrivent par... Enfin, les troupes arrivent par là et les troupes arrivent par là. Et on a eu besoin de rappeler les limites de l'Union européenne, parce que ça va nous permettre de comprendre pourquoi la population, quand elle fuit de ce côté-là, et qu'elle n'a pas envie de fuir de ce côté-là. Et donc ça montre, enfin c'est une des différences qu'on a sur les sites que j'ai pu voir de cartographie des cartes françaises et des cartes américaines, où pour le coup l'Ukraine est toute seule en fait. Alors que pour moi, c'est essentiel de montrer les acteurs qui sont à côté, puisque c'est les acteurs d'à côté qui les attaquent, les pays d'à côté. Voilà, en gros. Après, je fais une critique, excusez-moi, je fais une critique. Je suis ravie de faire une critique du New York Times, mais évidemment, on est on est en admiration totale devant ce qu'ils font. C'est un petit peu comme quand ils sortent un grand format web, c'est un peu comme si... on avait le cinéma d'Hollywood versus le cinéma français. Et donc voilà, quand on sort le même format sur le même sujet, ça ressemble pas tout à fait à la même chose. Et donc dans les choses que je peux vous dire, voilà, moi je trouve que Reuters fait des formats magnifiques, et que donc dans les très grands que nous on repère, que vous avez sans doute repéré, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais on a le New York Times, le Washington Post, et dans le style malin, c'est Reuters souvent, et dans le style où on raconte vraiment une histoire, et de manière à la fois graphique, cartographique, et c'est toujours très posé, très beau, très subtil. C'est un journal qui s'appelle le South China Morning Post, qui est en anglais, qui est accessible. Si vous avez l'occasion, pour moi, c'est ce qui se fait de mieux en ce moment en cartographie, en infographie. Voilà, je ne sais pas si j'étais trop longue, trop courte, trop... C'est Non, difficile. c'était parfait. Je ne sens pas la salle, donc je ne sais pas si... Merci beaucoup en tout cas. Est-ce que vous avez des questions pour Delphine ?
Bonjour, merci pour votre présentation. Moi, je voulais savoir du coup si vous aviez une base de données avec des personnes pour trouver les gens sur place ou pour avoir Oui. des informations. Est-ce que c'est une grande base de données ou est-ce qu'il y a des volontaires? Est-ce qu'il y a un appel à témoigner? Je ne sais pas. Alors, si j'ai bien compris la question, c'est parce que j'entends pas très bien. Est-ce qu'on a une base de données sur laquelle on se réfère avec des personnes qui sont fiables, par exemple, c'est ça? Le Oui, terrain? c'est ça, ou sur place pour avoir des russophones ou des ukrainophones. Ouais, absolument. En fait, on a. Alors ça, c'est pas. Alors, je peux la constituer quand je connais bien le terrain depuis plusieurs. Voilà. Mais sinon, en fait, on a. Alors, Twitter, c'est un peu l'objet magique, hein, je vous cache pas. Je passe ma journée sur Twitter, non pas parce que enfin, je lis pas tous les tweets, mais effectivement, on a une dizaine de. Bah, en fait, vous avez la rédaction du Monde, donc où il y a six personnes qui sont embeddées en Ukraine avec 6 photographes. Et, vous avez ces 6 personnes et ces 6 photographes, vous avez la même chose pour le Guardian, vous avez la même chose pour le New York Times, vous avez la même chose, etc. Donc en fait, très rapidement, quand on arrive sur un conflit comme ça, depuis qu'il y a Twitter, on sait que déjà on peut se référer aux journalistes qui sont sur le terrain et on sait à qui on peut faire confiance sur l'information. Et donc, si vous voulez, c'est pas 6 rédacteurs en fait, c'est 30 ou 60. Et donc, on va suivre leur fil. Et quand on a une information où on nous dit oui, le quartier ouest d'Odessa vient d'être pris, en fait, on va regarder si dans notre fil Twitter, il y a d'autres journalistes qui sont sur place, qu'on connaît, dont on sait qu'ils n'écriront jamais une information qu'ils n'ont pas eux-mêmes vérifiée. Et ça nous permet de vérifier une deuxième fois si ce qu'on a comme info est juste. Mais là, votre question elle est intéressante parce que comme on est dans un conflit avec la Russie et que le grand jeu c'est la mésinformation, et les fausses photos et les fausses vidéos, etc. Donc on a vraiment besoin de tout vérifier à chaque fois que je mets un point sur une carte, il est vérifié, quoi. Je l'ai pas mis sans savoir, sans avoir vérifié, soit avec quelqu'un de chez moi, soit avec quelqu'un qu'on a de confiance. Et très très tôt, en fait, on a une espèce de liste de comptes Twitter à suivre, qu'on connaît, de gens qu'on connaît, avec qui on a l'habitude de travailler. Voilà. Je sais pas si ça répond à ce que je vous dis. À ce que vous me posiez comme question, pardon. Ouais, d'autres questions? Je rejoignais, mais c'était sur l'histoire des photos satellites. En fait, est-ce que vous les traitez au monde ou en fait vous avez aussi des prestataires de confiance qui gèrent cette partie d'analyse très fine en fait? Exactement. En fait, ouais, voilà, en fait, on a des prestataires de confiance où on va aller. Alors, il y a des choses qui sont ouvertes en fait, hein. Il y a plein de choses que vous pourriez faire presque de chez vous. Mais on a des prestataires de confiance où effectivement on sait que la colonne de blindés, elle est là, qu'elle passe par là, etc. Et que on a, le service photo qui, eux, travaillent aussi avec ces gens-là. Et je vais des fois voir le service photo pour dire, tiens, j'aurais besoin de cette zone-là. Est-ce que tu sais s'ils ont produit quelque chose en image satellite là-dessus que je peux utiliser pour vérifier? Et des fois, c'est rien, en fait. Des fois, par exemple, le New York Times fait un travail que moi j'adore, mais que j'ai pas le temps de faire. C'est que quand parfois ils décrivent comment ils ont eu l'info, et ils vous montrent, voilà, ici il y avait des camions, ici il y en a plus, etc. Vous voyez l'image avant, après. Moi, je n'ai pas le temps de le faire au journal. Peut-être qu'il faudrait que je le fasse d'ailleurs, je ne sais pas. Mais par exemple, le point où je vais dire les troupes sont rentrées par ici, le point que je vais vous mettre sur la carte, je l'ai vérifié par une photo satellite auquel j'ai eu accès. Donc, je ne vais pas vous faire le making-of, mais le point... par exemple, je vais vous raconter une histoire qui était intéressante sur la Syrie. On avait, quand on a travaillé sur une carte à l'époque,
de la capitale syrienne, Damas. Et en fait, on avait eu le retour de Laurent van der Stok, qui est le photographe, plus de notre rédacteur Jean-Philippe Rémy, qui devait rester 3 jours au moment de la guerre en Syrie et qu'on n'a pas réussi à exfiltrer, qui sont restés 2 mois. Donc ils sont arrivés avec des barbes comme ça et ils sont venus voir le service infographie et on a dit, nous, on voudrait cartographier les quartiers de Damas, quelque chose qui n'avait pas été fait. Du flou, c'était compliqué. Et donc, à un moment donné, on dit, mais alors ce quartier-là, il était aux mains des rebelles ou aux mains du gouvernement? Et on a Jean-Philippe Rémy qui nous dit, mais non, il était aux mains du gouvernement, regarde, on a mangé une glace là-bas. Alors je lui dis, ah bon? Alors toi, quand tu manges une glace, tu es aux mains du gouvernement. Et il me dit, bah oui, parce que si on a pu manger une glace, c'est qu'il y avait un congélateur. S'il y avait un congélateur, c'est qu'il y avait de l'électricité. S'il y avait de l'électricité, c'est que c'était tenu par le gouvernement de Bachar el-Assad. Donc, quand on a été dans ce quartier-là, effectivement, c'était un quartier, vous voyez à quoi ça tient. Voilà. C'est une anecdote, mais qui résume ce que ça veut dire de faire des cartographies en temps de guerre, quoi. Bon, ne racontez pas qu'il bouffe des glaces pendant qu'il cartographie la guerre, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est est-ce que l'électricité y est, est-ce que l'électricité y est pas, etc. Ça, c'est des informations qui nous aident à pouvoir avoir des informations de terrain aussi. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ouais. Très bien. Vous nous avez expliqué tout à l'heure que vous aviez une gestion de l'information qui était délicate, là, surtout au vu de la situation, avec des cartes qu'il faut publier parfois en 24 heures. Et moi, j'avais une question en fait par rapport à la presse papier vis-à-vis de la partie web. Comment est-ce que vous gérez sur la durée l'information en fait, qui doit paraître de manière très rapide, mais qui ne peut pas être éditée par la suite. Une fois qu'elle est publiée, elle est publiée. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de revenir dans l'édition suivante pour corriger des informations, ou est-ce que, en général, le checking de la journée suffit? Alors, c'est hyper intéressant ce que vous dites. D'abord, on a une charte comment dire, quand on fait des erreurs, on a une charte qui est très précise, qui est que quand vous arrivez sur un papier, alors je parle du web là, parce que le web c'est plus facile parce que vous pouvez écraser ce que vous venez de faire très rapidement, donc vous faites votre boulette et puis après vous l'écrasez, etc. Et donc le directeur du journal nous a demandé de ne pas faire comme ça et qu'à chaque fois qu'on republie quelque chose et qu'on apporte une correction, alors nous ça ne nous arrive pas trop en carto, mais ça arrive dans les textes, de dire au lecteur qu'on a corrigé un article. Par exemple, si vous êtes arrivé sur l'article à 8h du matin, il n'est pas impossible qu'à 11h, il y ait marqué « republication en haut ». Alors, republication, ça peut vouloir dire qu'on a ajouté une précision. Ça ne veut pas dire qu'on a fait une erreur. Mais si on a fait une erreur, ça sera mentionné en disant « article corrigé à 11h23 et republié ». Donc, vous avez l'information comme quoi ça a été corrigé, l'erreur. Sur le print, quand on fait des grosses erreurs, c'est la même chose. On doit le signaler en disant donc il y a des petits encarts qui disent qu'il y a eu une erreur dans le journal ce jour-là. En carto, est-ce qu'on fait Alors là, en ce moment, en carto, par exemple, pour vous dire là, j'ai cartographié la centrale nucléaire, l'enjeu sur la centrale nucléaire civile. En fait, pour ne pas faire d'erreur, quand je sais que les Russes arrivent sur la centrale nucléaire et qu'on a l'information, qu'on a les photos, qu'on a les vidéos, que tout le monde nous a bien dit que oui, effectivement, il s'était passé quelque chose, des échanges de tirs, etc., et que ce n'était pas une vidéo fake, etc. Pour la première carte que je publie, c'est une carte à l'échelle de l'Ukraine, et je vous mets juste un point pour vous dire, au fait, c'est ici que ça se passe. Et puis après, je contacte Eva Meyer, qui est un spécialiste à la fois de l'Ukraine et des centrales nucléaires. Donc ça m'arrange. Et lui, il me dit, mais attention, il faut que tu cartographies. En fait, ce qui est intéressant, il faut vraiment que tu cartographies le grand bassin du Dniepr, parce qu'on comprend que la centrale nucléaire, elle est d'un côté du bassin, et que la ville que tout le monde dit qui a été prise par les Russes, elle n'est pas prise. Et elle est de l'autre côté du bassin du Dniepr. Et c'est un nœud de communication très important, avec des routes, des trains, etc. Et c'est ça aussi que visent les Russes. Parce que c'est un gros nœud de communication pour toute l'Ukraine, et que s'ils ont ça, effectivement, c'est quelque chose qui est difficile à prendre. Donc, quand on raconte que les combats, ils se passent à la centrale,
en fait, on a l'impression qu'ils ont pris la ville, sauf qu'ils n'ont pas pris la ville. Donc ça, c'est ma deuxième carte, la deuxième carte que je fais dans ce qu'on appelle un temps 2, où on zoome sur les choses, on a un peu plus d'informations, on a contacté quelqu'un qui nous a dit que c'était ça qu'il fallait cartographier et pas le truc ultra dézoomé. Voilà. Et donc, on améliore la carte au fur et à mesure. Et ça, c'est une grande chance avec le web. C'est qu'on peut, au début, faire large pour ne pas se tromper. Et puis après, on zoome si on trouve que ça a un autre intérêt. Après, des erreurs de carte, on en fait, hein, forcément. Mais nous, on est ultra prudents. On est une équipe où... Alors, ça va vous faire rire, on est une majorité de femmes et donc on a la trouille tout le temps, donc on se fait relire 15 fois, on publie jamais comme ça violemment en se disant, bon, allez, hop, on verra. Je pense que ça joue aussi. Enfin, je suis pas en train de faire un truc, je voudrais pas, mais ça fait partie des choses où on est toujours très, très angoissé et on préfère ne pas faire la carte si on n'est pas... assez sûr de notre info ou voilà. Après, je réfléchis. Est-ce qu'on s'est souvent raté Alors, ce qui est aussi bien, c'est, Twitter nous aide beaucoup parce que les lecteurs nous font pas de cadeaux. En plus, c'est toujours sympa de se faire, de critiquer le journal. Alors, à chaque fois qu'on a oublié un élément ou qu'on l'a pas mis, etc., on est sous les feux. Et souvent, quand j'ai une critique, même si des fois ça me fait mal, parce que les gens la balancent en se disant « Ah, le monde a fait une erreur », etc. Souvent, déjà, je décortique en me disant « Est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est une autre vision ?» Et si je sens que je n'ai pas apporté cette vision-là et que je trouve une fois mon ego blessé, on en rediscute dans l'équipe et puis je dis « Mais peut-être que, tu vois, peut-être qu'on n'a pas assez raconté. Peut-être qu'on a dit les choses trop brutalement, on n'a peut-être pas assez raconté cet enjeu-là ou cette vision-là. Et donc, on va essayer de décaler la carte et on va essayer de répondre à un regard auquel on n'aurait pas répondu dans la carte précédente. Ça m'arrive. Ça, par contre, ça m'arrive souvent. Je vous donne un exemple. Il y a eu pas très longtemps, on a fait une carte de la dépendance russe au gaz des Européens. Et où on mettait sur la carte, on mettait par exemple, je sais pas moi, l'Allemagne, alors je vous dis des faux chiffres, hein, mais l'Allemagne dépend à 60% du gaz russe, la Pologne à 75%, enfin voilà, je vous donne des... Sauf qu'en fait, quand on l'a cartographié comme ça, on avait eu une critique sur Twitter et que j'avais trouvé hyper intéressante. Il disait, oui, dans cette vision-là, on a l'impression que quand vous dites que, je sais pas moi, la Pologne dépend à 75% du gaz russe, en fait, on a l'impression que si le gaz est coupé, il n'y a plus d'électricité en Pologne. Or, le mix énergétique de la Pologne, finalement, vous apercevez que le gaz, il est de 10% dans le mix énergétique et qui reçoit... Je vous dis des trucs, c'est complètement faux, hein. Mais dans le mix énergétique, ils ont, je sais pas moi, du nucléaire, du charbon, du pétrole, d'autres choses, quoi. Et ce qui fait qu'en fait, ils sont pas dépendants à 75% du gaz russe, ils sont dépendants dans leurs 10% de 75%. Et moi, je faisais une carte qui alertait vachement, alors qu'en fait, c'était pas tout à fait, c'était pas la réalité. Donc ça, c'est le genre de carte où je pense que c'est plutôt ça les erreurs qu'on fait. C'est de choisir un chiffre qui rend compte d'une réalité, mais pas d'une autre réalité. Et donc là, on avait une remarque sur Twitter en disant « Mais vous pouvez pas, il faut que vous fassiez des cartes avec le mix énergétique. » Et on a refait cette carte-là, justement. Quelques jours après, où j'en ai parlé au service éco, et je dis, tu sais, j'ai fait cette carte-là, je suis emmerdée parce que j'ai eu cette critique, et je trouve que c'est quand même assez juste. Et donc, on a refait un papier qui... donc, on n'a pas dit qu'on avait fait une erreur, parce qu'on n'avait pas fait d'erreur, mais j'ai l'impression qu'on n'avait pas été au bout de l'enjeu. Je ne sais pas si je réponds à... Si, très bien, merci beaucoup. Oui. Bonjour Delphine. Bonjour. Donc j'ai noté que du coup l'expérience de lecture de l'information, elle était différente entre le print qui proposait une vue d'ensemble et le web qui proposait d'accompagner plus le lecteur dans l'information. Oui. Et je me demande, est-ce qu'il y a aussi une différence entre ce que vous pouvez proposer comme expérience de lecture et de compréhension de l'information entre le mobile et le format desk ?
Parce que du coup, je me dis, quand j'ai vu vos 2 exemples, je me suis dit qu'il y avait quand même beaucoup de choses à voir un peu en même temps. Comment vous faites pour segmenter tout ça et qu'est-ce qui va jouer en fait dans le fait que voilà, l'information va être quand même bien comprise? Ouais, alors d'abord, il faut que vous sachiez que moi, je pense qu'on est un service vraiment, on commence à prendre nos marques sur le web. Donc on n'est pas, enfin moi, par rapport à ce que je vous disais, le South China Morning Post, par exemple, on est des bébés et on sait pas bien faire. On commence à savoir faire, mais en infographie, c'était pas notre culture. Notre culture, c'était vraiment l'édition print, le papier, voilà. Donc on s'y met, ça fait 5 ans qu'on s'y met, mais on n'est pas au niveau, par exemple, pour faire simple, on a obtenu des prix à l'international en compétition avec le New York Times sur le print. On n'a jamais obtenu de prix sur le web. donc on ne matche pas dans les mêmes catégories. Sur la réflexion sur le mobile, pour être simple, 70% de notre lecteur nous lit au quotidien sur son téléphone portable. Donc ma première réflexion, elle est plus sur l'ordinateur, mais elle est en fait sur ce que vous allez pouvoir lire dans le bus. Parce que c'est le moment où vous allez peut-être vous plonger dans l'infographie, où vous allez dérouler, etc., avec le doigt. Donc, par exemple, on a complètement viré les cochers-décochés qui faisaient vachement plaisir quand on avait une souris, mais sur le mobile, il faut absolument scroller avec le pouce. Et si on vous propose autre chose, en fait, vous ne le faites pas. Donc, on a lancé des études et quand tout le monde trouvait absolument génial quand tu es un développeur de cliquer, c'était je sais pas, il y a peut-être 7-8 ans, c'était le truc génial de cocher, décocher, etc. Et en fait, on s'apercevait que je crois qu'il y avait 15% des gens qui cochaient, qui décochaient. C'est-à-dire qu'en fait, on a compris que le lecteur ne veut pas... il veut pas travailler. Il veut être accompagné dans sa lecture et que cette lecture-là, elle soit douce. Il a déjà plein de trucs à lire, donc il ne faut pas en plus lui demander de faire une action. En fait, il faut que ça se passe. Je pense qu'il faut que ça se passe comme la vidéo, comme quand vous regardez la télé, en fait. On est aussi passif sur le téléphone qu'on l'est quand on lit un article, que en fait, notre comportement il est aussi passif que quand on regarde la télé. Et donc la seule chose, c'est qu'on peut arrêter, lire à son rythme, etc. Donc moi, je pense que par exemple, mes infographies qui sont extrêmement chargées sur le print, mais comme mon lecteur, il paye 3 € le journal et que quand il achète une page de journal, il doit passer autant de temps que s'il lisait les 15 000 signes qui pourraient remplacer la carte, il faut que je lui propose quelque chose qui lui permette, comme s'il lisait un article de 15 000 signes, de rester sur la carte print. Sur le web, comme en général, le web est la déclinaison du print, mes cartes, elles sont trop chargées. Et je pense que je ne raconte pas encore bien les histoires sur le web. Et je crois que si vous cherchez des exemples de belles narrations, elles se font pas pour l'instant, elles se font pas forcément au journal Le Monde. On n'arrête pas de progresser, on n'arrête pas de s'interroger sur la meilleure méthode. Mais c'est vrai que sur le print, on peut dire ça plus ça égale un conflit. Sur le web, il faut dire ça et après dire ça égale un conflit. Et en fait, ce qui marche bien sur le web, c'est les cartes d'évolution, les cartes historiques où vous montrez voilà, des espèces de gifs animés qui montrent une avancée d'armée ou l'avancée de l'OTAN, etc. Ça marche très bien, beaucoup mieux que sur le print. Donc, vous allez avoir des histoires sur le web que vous racontez mieux que sur le print, et vous allez avoir des histoires sur le print que vous racontez mieux que sur le web. Et ça, j'ai pas beaucoup de j'ai pas beaucoup de solutions parce que mon histoire d'OTAN, j'ai envie de la raconter, et il y a une partie, il faudrait que vous passiez sur votre téléphone portable, et une partie, il faudrait que vous restiez sur la page. Et d'ailleurs, on a trouvé un petit compromis que vous avez peut-être vu passer au moment où on a fait tout un ensemble sur les grandes régions françaises, où en fait, sur la page print, vous aviez un QR code. C'était
Merci Covid. On voyait que les gens, ils étaient plus à l'aise avec le QR code. Et donc, vous pouviez scanner la page print et elle se déclenchait sur votre téléphone portable en page web. Et donc, vous aviez la même histoire, mais un peu racontée différemment. Donc, ça a été un peu l'invention qu'on a trouvée pour essayer de pallier ce qu'on est en train d'apprendre à faire, en fait. Voilà. Je ne sais pas si je réponds. Si, très bien, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Oh, ok, très bien. Et je crois qu'on va devoir s'arrêter là pour que tu puisses rejoindre. Vous pouvez rejoindre votre conférence de rédaction. Ouais, c'est ça. Désolée, merci. on a tous dormi 4 heures depuis 15 jours et on fait une réunion qui est importante à 17h30 pour savoir ce qu'on fait pour les prochains jours. Et voilà. Dernier petit truc, je vous laisse. C'est pas du tout pour vous faire de la pub, mais c'est parce ça vous raconte l'histoire de ce qu'on se pose en infographie. On a fait on vient de sortir, c'est pas encore sorti d'ailleurs, c'est un espèce d'atlas qui raconte nos dernières cartes. Et ça, c'était la couve qu'on devait faire il y a 3 semaines. Donc, on avait pensé toute la couve en montrant le face-à-face Chine-États-Unis. Et on s'est dit que c'était pas possible, qu'on pouvait pas montrer ça, on pouvait pas mettre ça en kiosque en ce moment. Et donc, on a fait une double couve et on a mis le face-à-face OTAN Russie. Et donc, c'était la première fois qu'on faisait une double couve, mais c'était une façon de montrer la manière dont on s'interroge en cartographie aussi sur les projections qui à elles seules racontent des histoires. Voilà, comme ça je boucle la boucle. Et c'est donc M, le magazine Le Monde, c'est ça? Non, ça c'est un hors-série qui va sortir en kiosque, je pense, la semaine prochaine et qui reprend 40 cartes qu'on a faites cette année, qui sont pas du tout que sur l'Ukraine, qui sont sur les 40 enjeux, aussi bien en Afrique que le face-à-face Chine-États-Unis, que l'Inde, que le Covid, etc. Voilà, qui résume ça. Mais c'était surtout pour vous montrer l'effet de projection que je trouvais qui nous avait fait réfléchir. Ok, super. Merci beaucoup. Moi, j'avais encore plein de je vous questions, remercie mais malheureusement, on doit s'arrêter. C'était super intéressant. Au revoir. Merci. On vous propose 2 petites minutes, allez, 5 minutes de pause, le temps de switcher un petit peu la configuration pour accueillir Noémie. Et on revient tout de suite.